Donc on est avec Damien Le Guen, qui est actuellement du coup senior gameplay programmeur chez Amplitude Studio, avec des projets du coup comme Endless Dungeon, Humanity Kinds. Et avant ça, si je me trompe pas, du coup, tu as aussi travaillé sur Ubisoft Montpellier et tu as aussi pas mal fait de développement en indépendant, c'est ça? Très bien. Ensuite, on a aussi Zelda Richer qui a déjà fait une conférence ce matin, donc peut-être que vous l'avez déjà vu, qui est gameplay programmeur, mais du coup aussi un peu spécialisé sur le comportement des IA et notamment ceux des NPCs, qui a travaillé donc chez le studio Darkworks, Dontnod, sur les projets comme Styx, Banishers que vous devez connaître. Et enfin, Jérémy Guéry, directeur technique chez le studio, chez Bulwark, comment tu le prononces? Bulwark, ok. J'avais un doute là-dessus en amont. Mais chez Bulwark Studio, que tu as du coup confondé en 2015. Et avant ça, du coup, tu t'intéressais déjà un petit peu à tout ce qui était... tu travailles déjà dans l'informatique depuis 2012. Et du coup, ce qui t'intéresse davantage, j'ai l'impression, c'est l'optimisation et tout ce qui est la facilitation finalement du développement de jeux. Ouais, il y aura un peu tout, tous les domaines. Je touche à tout, quoi. Ah, super, voilà. Super intéressant alors. Et voilà, du coup, ça va être un format un petit peu interactif. Donc, tout au long en fait, de la table ronde, sur les dires de nos intervenants, vous allez pouvoir rebondir, interagir si vous le souhaitez. Donc, je vous demandais juste de bien lever la main pour que nos collègues en charge de vous passer le micro puissent bien vous voir en amont. Et voilà, on va essayer de faire un format un petit peu interactif où tout le monde peut interagir au fur et à mesure. Voilà. Ouais, alors du coup, pour lancer un peu la table ronde, voilà, du coup, on a la chance, on a 3 programmeurs avec nous. Vous êtes dans des domaines qui ne sont pas nécessairement les mêmes, mais que ce soit pour le gameplay, on en parlait notamment ce midi, c'est intéressant, quand on code du gameplay, on travaille en collaboration avec énormément d'autres corps de métier et de programmeurs. Quand on fait de l'optimisation, on va beaucoup travailler avec le code des autres aussi, et justement l'optimiser ou quoi. Enfin bref, avec votre expérience et vos métiers, vous êtes habitués à collaborer avec d'autres développeurs. Et donc voilà, on voulait un peu, pour commencer, on pensait d'abord te demander à toi, Zelda, par rapport à... Allez hop, par rapport à ta conférence de ce matin, du coup, tu donnais des conseils de programmation assez, en général, entre guillemets, et qui peuvent s'appliquer individuellement. On se demandait si de la même manière, là, d'instinct, tu avais quelques conseils de par ton expérience qui pourraient s'appliquer pour un peu les grandes règles, les grands piliers qui pourraient te venir en tête pour correctement collaborer avec d'autres programmeurs au sein d'un même projet. Non, il ne marchait pas, voilà. Donc, je disais communiquer. Quand on est plusieurs, effectivement, le gameplay est vaste, il y a différents domaines, différentes catégories. Il y a évidemment les P3C pour le joueur, il y a lui, il y a les IA. Donc, le gameplay peut se répartir entre plusieurs programmeurs et programmeuses qui vont avoir chacun leur tâche, c'est sûr, mais à un moment donné, de toute manière, tout va interagir ensemble. Donc, évidemment, il faut se mettre d'accord sur les systèmes, comment ils vont interagir, comment ils vont communiquer, c'est primordial. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est encore une fois très classique, très basique. Un petit point sur lequel j'aime beaucoup assister, si vous êtes GPP, que vous êtes amené à modifier le code qui n'est pas le vôtre à notre GPP, prévenez-le. C'est toujours désagréable quand on voit que notre code a été modifié sans qu'on ait été prévenu. C'est toujours plus simple. Et d'ailleurs, il vaut mieux voir avec lui s'il est OK sur les modifications que vous voulez apporter. Parce qu'au-delà que ce soit la simple politesse, finalement, c'est juste se mettre d'accord sur est-ce qu'il est OK, est-ce que ça lui paraît pertinent, etc. Donc, on peut chacun travailler de son côté. Moi, j'ai la chance, en tant que dev, il y a depuis maintenant beaucoup de temps et sur beaucoup de projets, d'être seul sur ma partie, d'avoir finalement peu d'interaction avec les autres codes, en tout cas, que mon code n'intervient très peu sur les autres parties. Donc, je peux être bien en tête sur mon code, isolé très bien, c'est cool, j'adore ça. Mais dès qu'il s'agit d'interagir avec les autres, oui, la communication, c'est primordial. Du coup, Damien, Jérémy, est-ce que vous voulez rebondir un peu là-dessus justement, si vous avez des trucs à ajouter ou des comparaisons par rapport à votre domaine, je sais pas. Ouais, par exemple, par rapport à ce que tu dis, dans ce que je disais, moi je suis programmeur de base, mais après je suis devenu directeur technique et je taffe avec d'autres programmeurs dans l'équipe.
Et en tant que lead, je dois m'assurer à comprendre tout le code qui a été écrit par tout le monde. Donc je lis vraiment tous les commits, je vois un peu tout ce qui se passe. Du coup, je vois un peu ce que tout le monde fait. J'espionne, voilà, c'est assez cool. Voilà. Et, mais par contre, je reste aussi dans le dev. Et, je m'assure à faire un peu de programmation parce que j'aime bien ça. Et quand je dev des trucs, soit je modifie justement, comme tu disais, des choses qui sont déjà faites, ou je les polish, ou je rajoute une fonctionnalité par-ci, par-là. Et du coup, ce que je dis à mon équipe, effectivement, c'est je vais taffer sur ça, donc ça se trouve, je vais modifier vos trucs par-ci, par-là. Et ils sont déjà au courant que je peux travailler sur leur code, effectivement comme ça, juste pour rajouter des choses, un tween, une amélioration, une animation, quelque chose comme ça. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool pour ça. Donc ouais, je bosse beaucoup avec les commits, justement, qui sont faits pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'ils font. Et ouais, comme tu dis, la communication. Je ne sais pas si vous faites des documentations entre devs. Assez peu en vrai. Déjà parce qu'on n'a pas le temps de documenter. Mais on essaye, si, en vrai, on essaye. Moi, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai créé une doc, mais surtout une doc d'utilisation, et j'ai pas hésité à prévenir mon équipe dev pour dire, si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil. Mais c'était surtout plutôt à l'usage des GDLD, parce que c'est eux qui allaient utiliser mon système. Mais si, évidemment qu'il faut... on ne le fait pas assez. Non, c'est sûr, on ne le fait pas assez. Il faut aussi changer les docs. Moi, au début du projet, ce que j'avais essayé de faire, c'était un espèce de graphe. Dans le graphe, il y avait chaque bulle, c'était un système, et chaque système, sous les systèmes, il y avait des noms. Et du coup, quand il y a un dev qui voulait poser une question sur un système, il aurait pu voir ce graphe-là et puis savoir avec qui parler directement. Mais pareil, à maintenir, c'était horrible. Et du coup, on a laissé tomber. Et du coup, dans la team, tout le monde sait. Enfin, dans la team, on est 4 développeurs au final, donc c'est peu. Voilà. Donc ça marche à un scope avec 4 personnes qui travaillent. Et tout le monde sait à peu près qui fait quoi. Voilà. Et quand ils ne savent pas, ils me posent la question et puis je les redirige vers les personnes adéquates, quoi. Voilà. Ouais, Amplitude, du coup, les équipes de développement de programmeurs même sont en général peut-être un peu plus grosses. Et du coup, avec à la fois plusieurs programmeurs dans le même domaine, donc plusieurs programmeurs gameplay, mais aussi plusieurs programmeurs en UI ou en IA. Et en fait, du coup, il y a une collaboration un peu à 2 niveaux qui va s'installer. Il va y avoir sur une feature donnée quelqu'un qui va être plutôt sur le gameplay, plus quelqu'un qui va être sur l'IA, plus quelqu'un sur l'interface. Et chacune de ces personnes va intervenir à un moment différent, mais va avoir besoin du travail précédent, et en particulier du gameplay. Donc il y a cette collaboration à faire, cette coordination entre les personnes. Et donc là, du coup, en gameplay, on va essayer d'avoir la tendance de faire un peu plus de documentation pour expliquer, ou à minima faire au moins une réunion pour dire voilà quel est le scope du projet, comment le tester, comment l'exploiter, quoi. Et l'autre domaine de coordination entre les métiers, c'est surtout donc, entre même programmeurs gameplay. Certains vont être plutôt sur un système, par exemple, je sais pas, économique, et d'autres plutôt sur la partie mouvement des armées. Et le fait de savoir que telle personne est plutôt sur tel système, il va y avoir du coup, un ownership de chaque système. Et clairement, s'il y a une modification qui est faite chez quelqu'un d'autre, dans ces cas-là, on va en discuter en amont avec la personne, mais aussi en discuter a posteriori lors des merge previews. Donc, c'est-à-dire reprendre tout le code et puis envoyer à telle personne. Ils vont recevoir une notification qui va dire voilà toutes les modifications qu'il y a eu et s'il te plaît, fais-moi des commentaires et dis-moi si je peux envoyer tout ça en production. C'est un peu ces 2 niveaux-là qui existent. Avant de vous laisser continuer, je crois qu'on a une question à l'avant de l'amphi. Yes, alors c'est plus une remarque, mais pour rebondir un peu sur cette documentation et de mettre au courant les autres, un truc qui était pas mal qu'on avait mis en place à Spider, c'était tous les mois, on faisait une présentation. Donc il y avait une personne qui était désignée pour présenter en 1 heure son système, ce sur quoi elle bosse, etc. Et c'est vraiment pas mal pour mettre un peu tout le monde au courant de ce système, comment il marche concrètement, etc. Poser des questions, discuter. Ça prend beaucoup moins de temps que la documentation à écrire. Voilà, tu te prépares en quelques heures,
Tu fais une heure de discussion, tout le monde pose ses questions, et ça met vraiment bien tout le monde au courant de qu'est-ce qui se fait à côté, etc. Donc c'était vraiment pas mal. Voilà, c'était une fois par mois, une heure, quelqu'un présentait un sujet, et ça tournait comme ça. Et c'était assez sympa. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à un troisième mode de collaboration qui est entre les projets. Donc, étant donné qu'il peut y avoir 2 ou 3 projets en parallèle, il peut y avoir aussi cette communication, donc de faire une réunion pour tous les programmeurs gameplay, par exemple, et présenter telle fonctionnalité, comment elle a été pensée et implémentée. Et des fois, on essaye de faire ce format amplitude, mais on va dire que c'est plutôt si quelqu'un pousse pour l'initiative. Mais c'est vrai qu'ensuite, des fois, dans le feu de la production, c'est en général le premier truc qui saute. On ne va pas avoir à faire cet effort-là en plus. On a essayé de mettre ça en place à Tottenham, effectivement, toutes les 2 semaines, un forum de dev. Donc c'est une réunion, c'est un call, parce qu'on est 80% en télétravail, où des gens proposent de présenter un sujet sur lequel ils ont travaillé. Mais là, ça regroupe tous les devs de la boîte, donc Engine, et tous les GPP. Je ne sais même pas s'il y avait Tools. Mais j'ai l'impression que ça se délaisse un peu, malheureusement. J'ai fait plusieurs présentations, effectivement, là-dessus, mais je n'ai pas été certaine que ça prenait, que ça marchait. Mais c'est dommage, parce que c'est effectivement, je rejoins ce que tu disais, présenter son travail, c'est la meilleure façon de savoir ce que font les gens, où ils en sont, etc. Nous, on était quoi là sur l'équipe de GPP sur nos projets, je crois qu'on est 8-9. Et pendant longtemps, je ne sais même pas ce que faisaient certaines de mes camarades. C'était un peu tristouille. Il fallait que je demande à mon lead, en fait, avec qui je dois parler pour parler de ça, etc. Je ne sais plus qui fait quoi. Et je trouve ça un peu triste, mais c'est beaucoup dû, malheureusement, au télétravail. C'est un gain énorme parce que on gagne beaucoup de temps parce que je n'ai plus à utiliser les transports en commun. À Paris, c'est bénéfique, mais on manque d'interaction sociale réelle. Et du coup, ce côté humain, nous, on l'a un peu perdu à Tottenham. On essaie de le recréer. Et un des problèmes, c'est justement, je ne sais plus vraiment trop sur qui fait quoi. Ouais, j'aime bien l'idée que tu as proposé, effectivement, présenter son travail. Parce qu'au final, quand quelqu'un fait un système et qu'il y a une personne qui a une question, il va voir la personne, il lui pose la question et généralement, cette personne-là lui montre le système au final. Et s'il y a une autre personne, au final, qui a une autre question pour le même système, la personne qui a fait le système va remontrer encore une fois la même chose, alors qu'au final, présenter une fois le système, ça aurait pu être un gain de temps aussi derrière, quoi. Ouais, d'ailleurs, vous êtes combien dans votre team actuellement? Dans ma team GPP, je crois qu'on est 9, dont le lead. Donc c'est quand même... Alors, sachant que on est en plus au début du projet, mais voilà, avec les remaniements des projets, les lignes de production cotées, on était beaucoup en pré-prod, ce qui est vraiment incroyable, parce que logiquement, on était très peu. Ce qui nous a permis d'avoir du temps pour refactorer beaucoup de choses. Mais ouais, ça fait une grosse équipe de GPP. Je crois qu'en pré-prod, on était quasiment à la moitié, c'était les codeurs, quoi. Truc de fou. Ok, ouais. Et moi, du coup, sur le projet sur lequel je suis, jusqu'ici, on était en pré-production. Donc, au niveau gameplay, on était à 3 programmeurs. Là, on commence à rentrer en production. Et du coup, le nombre de personnes, j'ai appris cette semaine qu'on allait passer de 3 à 7-8 gameplay programmeurs d'ici 2 mois. Donc là, clairement, il va y avoir un enjeu d'intégrer toutes ces personnes-là dans le projet. Donc là, pour l'instant, c'est justement un peu l'inconnu de comment est-ce que tout le monde va pouvoir bien intégrer. Mais là, on a eu justement un lead programmeur qui est venu nous rejoindre pour participer au projet quelques mois. Et du coup, de par son expérience, il arrive à voir, des projets passés, c'est comme ça que ça s'est passé. Sur ce projet-là, ça se passe comme ça. Et je vois que c'est telle et telle chose qui vous manque pour introduire les nouvelles notions ou les changements qui ont été apportés. Donc, je pense qu'on va se servir notamment de ces feedbacks liés à son onboarding sur le projet et peut-être du coup arriver à onboarder toutes les autres personnes assez facilement dessus. Enfin, en tout cas, c'est l'idéal.
Justement, ça me permet de rebondir parce qu'on avait préparé une petite question sur ce sujet-là, mais comme vous parlez un peu d'intégrer de grosses équipes et parfois d'être du coup plein à bosser sur des systèmes différents et tout, qu'est-ce que vous aviez vous intégré comme méthodologie dans vos studios respectifs sur la prise de décision justement dans une grande équipe de prog? Est-ce que vous aviez des leads en fait qui sont vraiment en charge de prendre les décisions finales, trancher dans les moments où il y a peut-être débat, conflit sur certains sujets, ou est-ce que comme certains d'entre vous parlaient aussi d'avoir des tâches différentes selon les systèmes sur lesquels vous travaillez, peut-être que certains programmeurs vont s'occuper vraiment de ce système-là, d'autres cela. Et du coup, est-ce que dans ce cas-là, c'est les programmeurs qui s'occupent de ces systèmes qui prennent les décisions liées à ces systèmes? Voilà, comment vous vivez cette hiérarchie-là dans vos studios? Alors nous, à Amplitude, c'est surtout le process de production d'une feature donnée. On sait le nombre de features qu'on veut dans le jeu. Par exemple, les batailles. Tout le système de bataille, du coup, va devoir suivre une série de validations. Et donc, il va y avoir au tout début l'aspect conception où c'est les lead game designers, directeurs techniques du projet, qui vont revoir les specs et s'assurer que ça rentre dans l'intérêt du projet, que ça s'associe bien avec tout le reste. Donc, eux vont avoir une vision très haut niveau de toutes les différentes parties. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on va rentrer dans d'autres étapes d'implémentation un peu plus précises. Là, les leads vont prendre la main pour voir, par exemple, estimer les tâches, découper, commencer à voir comment ça s'oriente. Et enfin, le programmeur lui-même va être assigné sur cette tâche-là, et enfin sur ces tâches-là, et implémenter, revoir les estimations aussi, si besoin, parce qu'en général aussi c'est important d'avoir ses propres estimations du temps, et réaliser du coup la feature. Alors j'ai la chance de travailler avec un lead qui est formidable là-dessus, parce qu'il se tranche. Je trouve qu'il fait tampon en plus entre son équipe et la réal. Il parvient à imposer et surtout à dire non sur plein de trucs, parce qu'il sait le cadre, les possibilités techniques, ou le temps que ça va prendre, ou les débordements de budget qui arrivent à passer au bon moment. Donc il est là justement pour dire non, on va faire ça ou ça, faire comme ça. Et après, il peut être là à distribuer les tâches, à proposer aux gens qui ont envie de faire ça, qui ont envie de faire ça. Mais ça sera de toute manière lui qui va prendre les décisions. Alors, encore une fois, j'ai la chance, de par mon expertise en IA, je fais mon truc dans mon coin, mais il y a des fois, c'est lui qui, quand il y a un choix à faire, c'est lui qui le prend et je me plie à sa décision, quelle qu'elle soit. Donc c'est des fois difficile, mais après, c'est mon lead, je fais ce qu'il me dit quand même. Mais ouais, pour ça, il est formidable parce qu'il il a vraiment cette position justement de diriger, de gérer son équipe le temps qu'on lui alloue, les différents sujets design qui viennent d'abord à lui et après il répartit dans l'équipe. De notre côté, c'est beaucoup plus organique en fait. Les devs sont en relation directement avec le pôle game design. Et bon, il y a des directives. S'il y a des choses qui sont très grosses à faire ou qui prendraient trop de temps, on en discute à un niveau au-dessus en termes de production. Est-ce qu'on cut des choses, est-ce qu'on cut pas des choses? Mais sinon, directement, l'équipe de dev peut discuter avec les gens en game design pour adapter un gameplay pour que ça rentre dans un système qui existe déjà, un comportement qui existe déjà, ou cutter par exemple une compétence, je dis une bêtise, mais voilà, il y a des choses qui peuvent être très spécifiques. Et là, moi, de mon côté, je fais confiance aux développeurs, du coup, à les laisser prendre ce genre de décision quand c'est des choses assez minimes, pour le coup. Alors, c'est un peu désorganisé, mais ça fonctionne plus ou moins. On essaie de travailler dessus aussi. Mais ça marche aussi parce qu'on est 4-5. Voilà. C'est un autre scope. Voilà. Moi, je pense à aussi une autre, par le passé, une autre variante encore de tout ça. C'est donc là 5 personnes. Amplitude, c'est plutôt 50 personnes. Mais j'avais eu l'expérience aussi à Ubisoft Montpellier de travailler sur Ghost Recon Wildlands, qui était un projet piloté par Paris, Montreuil. Et là, c'était réparti sur plein de studios et on est monté sur une production, on était 500 et il y avait 80 programmeurs. Et du coup, on avait des weekly meetings. Donc juste à Montpellier, on était une douzaine de gameplay programmeurs
Et à Paris, ils étaient 20, 25. Et on a dû arrêter les réunions en visio quand eux ne tenaient plus dans la salle de réunion avec la visio. Donc, dans ce genre de cas-là, ça devient vraiment une autre dynamique où une personne va être assignée quelque part sur un sujet en particulier et va ne faire quasiment que ça. Donc moi, je sais que par exemple, j'avais fait l'intelligence artificielle des coéquipiers qui accompagnent le joueur. Ça a été quasiment 1 an et demi que de ça. Et du coup, dans ces cas-là, c'est plutôt un backlog de tâches. Et on est en relation avec le game designer qui s'occupe de ça. Et en fait, on dépile, on priorise les tâches, les implémentations, et on dépile à la fois les bugs, à la fois les nouvelles fonctionnalités qu'on va vouloir ajouter. Mais du coup, oui, là, c'est un autre scope. Mais ça explique aussi que le fait d'avoir autant de personnes, ça peut prendre, ça démultiplie les interactions et donc ça démultiplie le temps nécessaire pour faire les jeux. Ouais, de votre côté, quand vous bossez avec les GD, vous avez la possibilité de prendre des décisions ou Oui, il y a quand même une possibilité entre les deux de se synchroniser, d'être accord et de faire évoluer l'implémentation, ou même le design, en disant, là surtout on est dans des univers par exemple un peu plus systémiques, open world, les règles design de je veux que ça se passe comme ça à tel moment, en fait la réalité du code et des situations, de l'émergence de tout ça, fait qu'on est obligé de probablement, en général, d'itérer sur ces solutions-là et de faire de partir dans d'autres directions et d'être force de proposition pour réécrire complètement l'interaction. Par exemple, j'ai l'exemple aussi donc les teammates, au début, se basaient sur la même intelligence artificielle que les ennemis, mais on se rendait compte que les ennemis, eux, se basaient beaucoup sur le changement de je suis tranquille, j'ai un état d'alerte, j'ai un état d'attaque, et je reviens. En général, quand ils rentraient dans l'état d'attaque, ils n'en sortaient plus jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour les coéquipiers, étant donné que l'objectif, c'est qu'ils ne meurent pas, qu'ils continuent à accompagner, il y avait beaucoup d'allers-retours. Donc là, on avait dû reprendre tout ça et le remettre à plat. Et donc, c'était complètement différent. Et ça en est sorti de la première implémentation avec le design, et on se rend compte que ce n'est pas suffisant. J'ai un rapport très particulier avec mes game designers. J'aime beaucoup mes game designers. Je fais entièrement confiance à leurs demandes, à leurs idées. Je m'efforce d'intégrer leur design tel qu'ils l'ont choisi. Bon, après, j'aime beaucoup leur montrer qu'ils ne marchent pas et pourquoi ils ne marchent pas, et leur montrer la bonne chose à faire. Mon petit plaisir à moi. Mais je m'efforce néanmoins de leur laisser toujours le choix. Et ça m'est arrivé qu'une seule fois d'imposer mon système. C'était pour la répartition des ennemis dans Banishers d'ailleurs, parce que j'ai eu une succession de game designers, parce qu'il y a eu un turnover, et au bout d'un moment ça allait trop loin. Et c'est la seule fois où j'ai presque imposé. Alors j'ai quand même demandé leur avis. Ils m'ont dit oui, ça a l'air très bien. Super. Mais sinon, non, je m'efforce. Je suis à l'écoute. Ils réclament évidemment mon avis. Je leur dis, on peut toujours évoluer sur le design. De toute manière, en tant que GPP, j'ai le dernier mot, c'est moi qui implémente. Mais je m'efforce de suivre leur directive, leur choix. Je compte plus les nombres de fois où quand tu commences à implémenter une fonctionnalité, tu as 1 ou 2 edge cases et du coup ça remet en question... 1 ou 2 la chance. Je suis sympa. Ça remet en question tout le jeu. Hein. Non, je rigole, mais ouais, à chaque fois, c'est des rediscussions comme ça. C'est pour ça que je trouve que c'est sympa de garder quand même une communication entre dev et GD. En tout cas, nous, ça permet de gagner vachement de temps au lieu de remonter par un lead, puis on rediscute un truc, est-ce qu'on fait ça ou pas? Non, c'est bon, allez-y, let's go, quoi. C'est mes interlocuteurs principaux, de toute manière, les GD. Donc, et pas besoin, effectivement, de passer par une quelconque hiérarchie. De toute manière, je suppose que c'est aussi à peu près pareil partout. On monte des strike teams sur un sujet donné avec GD, Anime, Dev, et on est ensemble à discuter pour pousser la feature, pour l'implémenter. Et puis après, on passe potentiellement à autre chose, où on va l'enrichir au fur et à mesure, où il y a d'autres strike teams qui vont se mélanger, qui vont se changer. Mais non, évidemment, ici, il fallait à chaque fois
suivre la hiérarchie de communication, on n'avance pas. Ouais, tout à l'heure, tu avais parlé aussi de télétravail. Vous utilisez quoi comme méthode de communication? Slack. Les docs sont sur Confluent, donc une espèce de wiki évolué. Mais sinon, c'est Slack. Et franchement, les mails, à part l'administration. Donc non, des rooms Slack, j'en ai. Enfin, je ne vais pas sortir, mais des rooms Slack. Sur tous les sujets, tous les corps de métier. J'en ai plein. Ouais, moi, c'est Teams. Du coup, on utilise énormément Teams, plus du coup Confluence ensuite comme outil de rassembler toutes les docs et éviter au maximum d'avoir des PowerPoint ou des Word ou des Excel qui traînent dans tous les coins éparpillés. Là, il y a une seule source de vérité. Et puis ensuite, à partir de là, la communication, c'est Teams, les réunions et les groupes, donc, à la Slack. Ouais, c'est ce qu'on avait un peu des PowerPoint et des Excel éparpillés un peu partout. On est passé sous Notion et on communique avec Discord. Donc on a toute la team, toutes les teams. Voilà. Pour revenir un peu sur la notion de bosser à plusieurs et de s'attribuer des rôles, là c'est plus une question par rapport au prog de l'école, je me demande. En fait, ça arrive souvent du coup sur des projets d'être à plusieurs prog, mais dans les projets qu'on fait, il n'y a pas de hiérarchie marquée. Et justement, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à nos progs sur des petites équipes comme ça, sur des petits projets? Comment est-ce qu'on fait pour travailler à plusieurs? Est-ce que justement vous pensez que c'est important, malgré le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie marquée, de s'attribuer un rôle, se dire moi je m'occupe du gameplay, moi je m'occupe de... Enfin, voilà, est-ce que vous aurez des petits conseils, des petites recommandations à donner à nos amis progs? Il faut effectivement que chacun travaille sur le sujet qui lui plaît, tout simplement. Il y a tellement de choses à faire en gameplay que c'est facile de répartir. Donc, après, s'il y a conflit, je sais pas. Est-ce qu'un lead aurait sa place même dans une petite équipe de projet jeux vidéo? Je ne sais pas. Je pense que c'est à chaque groupe de décider, c'est ça, c'est compliqué justement de savoir parfois. C'est vraiment la réponse classique du ça dépend ça dépend de la dynamique de l'équipe, des sujets qui sont abordés. Certains vont être plus techniques, d'autres vont être plus expérientiels en termes d'interface aussi. Donc il peut y avoir possibilité que tout se mélange. Mais bon, après c'est les outils de type Git aussi vont permettre de synchroniser normalement pour travailler à plusieurs. Et donc, il n'y a pas de raison, normalement, que s'il n'y a pas un espace de communication ouvert pour dire moi, actuellement, je suis sur ça, et ensuite un outil de suivi des modifications comme Git, normalement, derrière, le risque de se marcher sur les pieds ou de faire du travail en double, par exemple, ça ne devrait pas arriver a priori. On a une petite question, remarque là. Oui, alors j'avais une question par rapport à la répartition des tâches. Parce que ça arrive souvent en fait d'avoir un petit groupe avec plusieurs petites features, surtout en début de projet, et d'avoir plein de mécaniques, plein de features qui sont assez liées l'une et l'autre. Est-ce que vous avez des conseils pour répartir les tâches quand il y a pas mal de choses qui sont assez interconnectées et qu'on finit par devoir travailler sur les mêmes choses en quelque sorte? Parce que j'ai été clair dans ma question. Ouais. C'est que c'est pas facile à répondre sans préparation. Moi, je dirais effectivement, déjà, ça dépend des tools. Bon, imaginons Unity, Unreal, j'imagine ça fonctionne un peu pareil. Il faut réussir à, je dirais, moduler ton système. Déjà, si vous êtes plusieurs à travailler sur quelque chose qui va se regrouper, il faut trouver une architecture de code qui te permette de séparer, de découpler certaines choses pour que tu puisses après les rassembler. Je sais pas, je dis une bêtise, si vous voulez faire un personnage avec une arme et qui puisse avoir plusieurs compétences, et ce personnage-là peut bouger avec une physique. Donc il y a plusieurs choses à faire. Il y a le character controller, il y a son arme, sa compétence, le niveau. Il faudrait effectivement arriver à détacher tous ces systèmes-là pour qu'on puisse les rassembler plus tard. Après, ça sera plus en technique. Il y a des design patterns qui vont être utilisés pour essayer de découpler certaines choses. Quelqu'un qui peut préparer le projet, la scène principale qui va récupérer toutes les autres scènes
que ses collègues vont faire. Ouais, je dirais essayer de moduler toutes les fonctionnalités pour essayer de les diviser en plus petites tâches possibles et les répartir. Ouais. C'est ma règle numéro 6. Si les gens n'ont pas vu ma conférence, c'est ma règle numéro 6, effectivement. Décomposer son code, comme il dit, faire des modules séparés, mais qui vont communiquer. Donc, ensemble, vous vous mettez d'accord sur les interfaces pour savoir de quelle manière les différentes parties vont communiquer. Mais comme ça, vous pourrez chacun travailler de votre côté, puisque vous serez mis d'accord sur l'endroit qui se chevauche, en fait. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir au début des débuts d'ébauche de features, OK, on va aller dans cette direction-là, et d'être vraiment sur le travail de fondation de tout ça, de quels sont les points communs, qu'est-ce qui va nous servir en termes d'architecture pour monter la maison par-dessus, quoi, au final. Donc c'est vraiment l'idée on commence par le bas, par des choses qui vont peut-être pouvoir servir dans d'autres cas, et puis orienter aussi les designs pour leur dire, on vous a fourni cet outil-là pour les quests en narration, ce truc-là, il pourrait aussi vous être utile pour des effets à d'autres niveaux. Là, j'ai en tête des effets climatiques, par exemple. On a essayé de mettre en commun beaucoup de systèmes à partir du même sous-système. Donc il y a quelque chose en bas, et derrière, le reste du jeu va pouvoir ensuite se construire par-dessus tout ça. Ouais, je vais faire un peu de pub. Demain, si tu es à ma conférence, je vais parler d'un pattern d'entity component dans Unity, et qui permettra de rendre modulaire certaines choses pour que plusieurs personnes bossent sur une même entité sans poser de problème, pour le coup. Bonjour. Alors du coup, j'avais une question à propos de Git, que vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Comment vous arrivez à collaborer avec des équipes qui ne sont pas forcément dev et qui ne sont pas forcément toujours très formées à Git? Comment vous arrivez à maintenir du coup un Git propre et stable avec des équipes parfois grandes et parfois pas toujours formées à ça? Alors, à Tottenham, on a fait le choix d'utiliser Git pour le code et Perforce pour les data. Mais ça veut dire que c'est un poil compliqué parce qu'il faut gérer les deux. Donc on a un dépôt Perforce, on a même on a un dépôt Git avec plusieurs branches, on a plusieurs dépôts Perforce, mais vu qu'on a un outil supplémentaire qui permet de fournir les versions, qui synchronise lui-même le code et les data. Donc c'est tout un process un peu lourd et il faut une équipe dédiée pour ça. Mais du coup, nous, on n'a pas ce problème-là, parce qu'on utilise les deux, mais c'est une sacrée organisation technique à mettre en place. Et c'est malheureusement, c'est pas une solution, c'est une solution, mais elle est compliquée. Oui, quelque part, il faut aussi les former au final à utiliser ces outils-là. Alors, on a des trucs, notamment on utilise Fork, qui est un logiciel qui, au final, est assez facile d'accès, on va dire, pour un peu tous les métiers. Peut-être un peu moins en art, mais en tout cas au niveau game design ou level design, ils sont habitués à utiliser ces outils. Et derrière, ensuite, sur l'aspect savoir ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent aussi nous mettre dans leur review pour vérifier que ça fonctionne et machin. Et on leur a aussi segmenté, par exemple, beaucoup plus les datas, étant donné que, par exemple, actuellement, on pousse vers plus de data-driven, de mettre des datas qui sont plus à destination des programmeurs et d'autres dans un autre dossier qui sont plus dans leur intérêt à eux, enfin de définition des unités, par exemple. Ça, c'est des choses qu'eux, on leur donne complètement accès. Mais la partie un peu plus système, un peu plus bas niveau, ça, on essaye de leur demander de nous prévenir s'ils font des modifications là-dedans. Nous, de notre côté, je vais peut-être faire grincer des dents à quelques personnes. On utilise Git avec une branche développe où tout le monde est dessus. Et donc, artistes, GD, tout ça. Donc, ils ont juste besoin de faire un pull, un commit et puis un push. S'ils n'ont pas de conflit, c'est OK. Quand ils ont un conflit, au début, ils appellent l'équipe de dev. Et on règle le conflit avec eux. Au bout de 5-6 conflits, qui est très rare en fait, c'est assez rare, ils commencent à comprendre ce que c'est, comment fonctionne la logique de GitHub. Et au final, au fur et à mesure, ça marche bien.
Le problème à ça, c'est que tout le monde commit sur la même branche, donc du coup la stabilité du projet est bancale. Mais bon, on essaye quand même d'être réactif en termes de les nuls refs qui arrivent comme ça, on les corrige assez rapidement pour toujours que le projet soit testable. Et après, on fait quelques branches quand on doit faire des builds et qu'on doit stabiliser quelque chose derrière. Mais sinon, tout le monde est dessus. Et c'est à utiliser au risque et péril. Hein. Ça marche dans un petit studio. Voilà. C'est ça. Ça scale pas forcément avec le nombre de personnes qu'il peut y avoir. Parce qu'en imaginant qu'une personne fait, disons, une erreur par mois sur le dépôt et pousse quelque chose qui casse une fois par mois, à 5, 10, ça peut... Bon, c'est pas ouf. À 50, déjà, ça fait plus d'une erreur par jour. Et donc, après, le pendant à ça, c'est que du coup, on va mettre des outils de contrôle, des robots qui vont faire tourner et faire des tests sur les changements. Ça rajoute forcément de la friction et du temps d'itération davantage. Et en plus, le temps de review de telle et telle personne. Donc là, il y a vraiment un gros enjeu de comment on arrive à faire en sorte qu'une modification qu'on veut arrive suffisamment vite dans le jeu. Nous, je crois que c'est à peu près 1 heure. Je push un code. En 1 heure, on a une version, ce qui est pas mal. Sans la review. Qui est pas mal. Hein? Avec la review Non, pas de review, non. C'est juste histoire que les GDLD puissent travailler avec le code que je viens de faire. Quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un process de buildbot qui compile plein de trucs, il y a qui check les maps, il y a tout un système derrière. Et à la fin, ça fournit la version que peuvent récupérer les artistes et les GD. Et 1 heure, ça va. Hein. Et justement, vous avez commencé du coup un petit peu à en parler, mais aussi on y a pensé, je vois que beaucoup de personnes dans l'amphithéâtre ne viennent pas forcément de filière de programmation. Et du coup, on se pose aussi un petit peu la question, encore une fois, dans le cadre de l'école, où des fois on a des projets qui tiennent place dans un très court laps de temps, c'est compliqué d'établir une communication claire en n'étant pas de la filière programmation avec les programmeurs, de comprendre leurs besoins, de comprendre de quels assets sonores, visuels, ou même en termes de game design, de quel système ils ont besoin à quel moment. Quels conseils vous donneriez du coup à des petites équipes sur des projets qui tiennent dans un très court laps de temps, de réflexes de communication à mettre en place rapidement pour être sûr de fluidifier un peu le tout et que ça ne crée pas justement des conflits, de la friction Comme c'est un peu les développeurs qui intègrent tous les éléments, c'est un peu au développeur de dire ce dont il a besoin. Donc après il s'agit aussi d'une habitude, puisque finalement c'est toujours pareil. Et après, si vous utilisez un moteur, ensuite les autres, quand le projet peuvent travailler de leur coin, peuvent faire des protos déjà dans leur coin, mais à la fin, le design est implémenté, puis intégré. Mais en tout cas, pour commencer à travailler, un développeur a besoin d'assets. Donc, à mon sens, c'est avant tout au développeur de dire qu'est-ce qu'il lui faut. Ouais, là-dessus, effectivement, je pense que c'est plus une question de conception. À la conception du jeu, il faut arriver à trouver quelles sont les fonctionnalités vraiment de base qu'on a besoin pour que le jeu tourne, genre un personnage qui se déplace. Donc d'abord, on fait d'abord les choses les plus basiques. Et après, on rajoute des choses au fur et à mesure, si on a le temps. Si on a 2 mois pour faire un projet, on essaye de faire la version la plus minimale possible. Et après, on la polish, on ajoute les fonctionnalités au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, on arrive au résultat qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Mais au moins, on a un résultat, en fait. Si on part avec trop d'infos dès le début, même en études, normalement, on n'a pas fait beaucoup de projets, on n'a pas beaucoup d'expérience. C'est difficile de savoir et de quantifier ce truc-là, ça va mettre longtemps. C'est difficile à dire en fait. Donc moi je dirais partir vers le minimum pour agrandir et améliorer le projet petit à petit. Ouais. Il y a eu une expérience à Amplitude il y a quelques semaines où on s'est mis à l'objectif de faire une game jam en une journée. Et du coup, donc les équipes étaient prédéfinies à l'avance. Quelqu'un proposait un thème et du coup, on s'alignait sur ce sujet-là. Mais du coup, ça avait été intéressant sur l'aspect. Donc, de mon côté, on était à 3 personnes, 100% tous en remote.
et en inversant des rôles. Donc moi par exemple j'ai fait plutôt programmeur interface et le programmeur UI a fait GPP. Là-dessus, sur ça, pour collaborer dans un court laps de temps, il y avait un ordonnancement un peu logique de chaque feature. On se disait, OK, on veut ces 4 features-là données. Donc là, c'était un idle clicker, un peu un genre de cookie clicker, mais dans l'univers endless d'Amplitude. Et du coup, on avait le design, c'était ces 4 features-là, on se focalise que sur ces choses-là. Le gameplay programmeur implémente ça, le met à disposition pour l'interface implémente ça, et puis pendant que du coup celui qui fait l'interface, le GD fait une autre feature, la définit. Il y a une course, il y a un enchaînement logique de ça vient avant ça et avant ça, et en fait du coup plutôt en segmentant par rôle, par but final, donc IA, UI, gameplay et autres, peut-être ça peut mieux marcher que d'essayer d'être tous à faire des features, à essayer de se marcher sur les pieds, quoi. Ça peut être une piste. J'ai une question peut-être un peu bête. Il y a une vraie question qui va être moins bête. Allez-y. Oui, bonjour. C'est plus une remarque par rapport aux conflits, à la gestion des conflits inter-départements, on va dire. Moi, j'ai 2 pistes que je vous propose aujourd'hui et je serais super heureuse d'avoir vos retours. La première, c'est, je pense que quand il y a un conflit qui naît dans une équipe, quels que soient les départements, des fois ça va très très loin des départements, même hors jeux vidéo, il y a les arguments qu'on amène en fait, c'est-à-dire de sortir très très vite de « moi j'aime ça », « toi t'aimes ça », « moi j'ai vu ça hier soir », ça c'est des trucs aussi. Donc tout de suite mettre les arguments, pourquoi ça pèse dans le jeu, pourquoi c'est intéressant, et des arguments et des références de ce qui a marché, références de ce qui s'est vendu, références de ce qui a plu. Ça c'est des vrais points forts qu'on peut entendre dans des discussions qui peuvent faire avancer le débat au-delà des avis de chacun, propres à chacun, ça c'est un peu délicat. Ça c'est une première piste. Et la deuxième piste c'est un peu plus conceptuel, mais c'est le jeu il s'écrit tout seul au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'est le jeu qui a besoin d'eux. C'est pas le game designer qui a besoin de mettre ça, le programmeur qui a besoin de mettre ça. C'est le jeu, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il a besoin lui. Et une fois que tous les départements sont autour et voient le jeu et se disent en fait, tant pis pour nos départements, en fait le jeu il a besoin de ça. Là je crois qu'on commence aussi à enlever pas mal de conflits. Donc voilà, je sais pas si ça peut nourrir la discussion. Sur la deuxième piste, ça me fait penser à pas mal la méthodologie agile de dire on fonctionne par sprint, qui est très courante et qui marche. J'en parlais avant à ma conf, mais elle marche dans les faits. Et du coup, il y avait cette adaptation à là, en fait, pour la prochaine milestone, on se rend compte que ça et ça ne marche pas. Donc, on va changer finalement nos focus et réorienter sur ça. Après, de là à générer un conflit au niveau entre programmeurs, peut-être pas. Mais ça peut arriver. En tout cas, j'ai pas d'exemple en tête de mon côté. Ouais, nous, de notre côté, on travaille beaucoup par itération. C'est ce qui est intéressant dans les petites équipes. Et c'est pour ça que j'ai envie de rester aussi dans des plus petites équipes. C'est que s'il y a quelque chose qui marche ou qui ne marche pas, on peut essayer de modifier quelque chose ou mettre un truc à la poubelle pour recommencer quelque chose. Et c'est pareil, hein, c'est pas à faire, mais nous, dans nos prods, souvent, à 5 ou 6 mois de la sortie, on modifie un système de gameplay derrière parce qu'on a les capacités de le faire de manière très rapide sans que ça casse tout non plus. Voilà. Donc on a toujours été itération par itération de manière très rapide, voilà, comme ça. Donc ça s'apparente un peu au sprint, ce que tu dis au final. Voilà. Oui. Là, on bosse sur un jeu et on est toujours en train de modifier un petit peu des trucs qui devraient être terminés dans 3-4 mois, quoi. Voilà. Donc, et ça marche. Le tout sur la même branche Git. C'est beau, très important. C'est peut-être pour ça que ça marche aussi. Hein. Non, sinon, on a une autre question, je crois. Alors, bonjour. Alors, déjà, merci pour aujourd'hui, entre vos conférences, la table ronde, c'est super intéressant. Moi, je suis très intéressé par la programmation gameplay et je me demandais si vous aviez des conseils pour un jeune programmeur qui voudrait entrer dans le milieu du jeu vidéo, et notamment pour Zelda, parce que je sais que tu travailles à Dontnod et je suis très intéressé par ce studio. Donc, c'était pour savoir si tu avais des conseils pour un jeune programmeur, quoi. Alors, si tu veux rentrer à Dontnod, attends 1 an. Parce que là, on est en train de licencier des gens.
Malheureusement, la conjecture n'est pas bonne du tout, de toute manière, globalement. Alors, par contre, j'ai cru comprendre qu'eux, ils allaient embaucher. Pas forcément dans Node, mais en général pour un programme. Alors, en en général, si tu veux sortir du lot, montre un projet. Montre un projet. Parce que c'est un peu le seul moyen que tu as pour te démarquer, de montrer tes compétences, surtout que montrer que tu en veux. C'est délicat parce que moi, malgré mes 20 ans d'expérience, je n'ai jamais embauché, je n'ai jamais fait passer d'entretien d'embauche. Ça n'a jamais été mon rôle, parce que je n'ai jamais été lead en réalité. Je suis arrivé dans le judo quasiment par chance. Donc c'est difficile de te donner des conseils, mais je sais que quand ça a marché, c'est parce que j'avais fait mes preuves avant. Donc évidemment, la meilleure vitrine, c'est ce que tu es capable de faire, donc des projets personnels, ça c'est évident. Moi du coup, là-dessus, je peux ajouter quelques trucs. Je suis en charge du recrutement aussi de l'équipe de dev. Et donc moi, ce que je vais dire, c'est en fonction de ce que je recherche. Donc c'est vraiment un studio indépendant. Et je vais chercher des profils qui sont gameplay programmeurs souvent, mais aussi un peu polyvalents parce que les gens vont sûrement avoir besoin de faire de l'IA ou de la UI ou un peu de tech, voilà, toucher un peu à tout, et aussi du gameplay programming. Et moi, ce que je regarde dans les entretiens, bon, moi je fais pas passer de tests techniques, mais dans les entretiens, on discute des projets sur lesquels les gens ont travaillé. Et je discute aussi sur de la technique. Je donne des exemples un peu bêtes, mais en C#, nous c'est du C#, je pose des mots-clés et je demande à la personne de me dire ce que c'est une classe abstraite, un peu plus loin une interface en C#, des mots-clés dans Unity. Et juste avec ça, je sais à peu près ce que vaut la personne. Donc du coup, il faut avoir quand même un petit bagage technique intéressant. Et après, ce que je regarde aussi, c'est le portfolio et l'état des projets des personnes. Il y a souvent, ce qui m'intéresse dans les portfolios, c'est des projets qui sont terminés ou polish, en fait, qui a une interface ou qui n'est pas forcément de graphisme, mais qui a un truc où il y a un peu de juiciness, je ne sais pas comment dire, mais c'est jouable en fait, et c'est assez cool. Parce que je sais que ces personnes-là, en fait, elles vont jusqu'au bout des choses, au final. Et moi, c'est ce que je recherche, en tout cas, souvent comme profil. C'est que même s'il y a une petite faiblesse technique, au pire, la faiblesse technique, ça va se rapprendre. Mais au moins, je sais que cette personne-là, elle ira jusqu'à la fin du polish de l'implémentation de la tâche qu'elle a à faire. Et moi, c'est ce que je recherche, en tout cas. Attendez-vous à passer des tests techniques. Il y a toujours forcément un test technique pour l'embauche des développeurs. Ça peut être un test technique papier ou ordi sur un projet qu'on vous donne à faire en une semaine, ou ça peut être devant un ordi sur place. Je l'ai déjà fait, c'est très déstabilisant. Donc oui, ça, on va forcément mesurer la technique, c'est sûr. Et très intéressant ce que tu disais, et je réalise que tu m'aurais jamais embauché. Oh, je suis pas sûr. Hein. Parce que je vais jamais au bout de mes projets personnels. Non, mais en vrai, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment voilà, les mots-clés design pattern. Vas-y, parle-moi de design pattern. Voilà, et je sais qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui sait ça, elle sait s'intégrer aussi à des projets. Ouais, ça, c'est intéressant aussi, c'est la capacité à s'intégrer à un projet. Si tu as déjà repris le code d'autres personnes aussi, c'est vraiment un plus, clairement. Mais j'adorerais faire passer des entretiens rien que pour poser des calls aux gens. Faut pas faire ça. Mais oui, du coup, les compétences, la base technique, c'est forcément un prérequis. Le fait d'avoir on va dire une capacité d'implémenter différentes features gameplay, ça va être intéressant. Mais l'idée d'avoir un truc en plus, peut-être une sensibilité, une couleur qui va faire dire ok, cette personne elle a l'air plutôt sensibilisée à la UX ou du dev 3D un peu plus dur, et avoir quelque chose un peu complémentaire qui fait sortir du lot du coup, ou avoir une envie de compléter des projets aussi et d'amener ce genre de choses. En fait, ça peut être différentes choses. L'une de ces choses qui va venir complémentariser la partie technique, gameplay de base, et du coup potentiellement intéresser les personnes dans l'équipe.
Ouais, dans les gens que j'ai recrutés, il y avait 2 personnes qui, pour l'exemple, il y a une première personne lors de l'entretien où j'ai justement posé les mots-clés. Sur certains mots-clés, c'est la dernière question qui est un peu plus compliquée, c'est quelle est la différence entre une classe et une struct. Et cette personne-là m'a quasiment raconté l'histoire du C#, comment ça fonctionnait et tout. Et je me suis dit, ok, il n'avait pas fait de projet justement derrière. Et je me suis dit, il n'y a personne d'autre parmi tous les entretiens que j'avais fait qui avait réussi à répondre à cette question d'une manière aussi efficace. Je l'ai pris, cette personne-là, même s'il y avait d'autres problématiques à côté, mais c'est pas grave en fait. Je savais que cette personne-là allait faire l'affaire. Et d'ailleurs, pareil, encore une pub, il sera cité dans la conférence de demain. Il met à disposition un GitHub qui est exceptionnel. Voilà, donc vous aurez le lien. Et sinon, une autre personne où justement qui a moins de capacités techniques, mais par contre, il avait sorti 2 petits jeux sur Steam, et vraiment polish. Et je me suis dit, c'est bon, cette personne-là, si j'ai manqué un peu de polish, je vais lui donner les tasks de polish, et ça va être nickel, quoi. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre en avant vos soft skills, parce que l'humain, c'est bien aussi. La tech, on a besoin de tech, mais l'humain, c'est cool aussi. Hein. Donc, il faut trouver la personne avec qui on a envie de travailler. Donc, les soft skills, non, ça reste tout aussi important. Ok, merci beaucoup. Ok, par ailleurs, du coup, je dis à tout le monde, il reste 6 minutes, c'est assez court. Donc si justement dans le public vous avez des questions un peu plus générales plutôt que des rebondissements sur ce qui est en train d'être dit, c'est le moment. Et puis voilà, on dirait pas trop. C'était exhaustif. Du coup, sur la fin, ce que je peux vous proposer sur le temps qui reste, sur un temps un peu plus léger du coup, pour conclure sur le thème, c'est peut-être que chacun puisse, s'il y a un truc qui lui est en tête, raconter une petite anecdote justement de galère qu'on peut avoir avec d'autres devs quand on doit bosser avec d'autres devs sur un projet. Voilà, c'est le moment, petit story time. On vous laisse le mot la fin. Comme ça, là. Si ça vous vient. J'ai eu la chance de travailler J'ai également travaillé en toute petite équipe à Cyanide, voire à la limite, on n'était quasiment que 2 devs sur les sticks. Il y avait des stagiaires qui sont venus, qui sont partis, des juniors. Et c'est vrai que c'est un format très plaisant, finalement, d'être juste 2. Je n'ai jamais été amené à coder toute seule. Qui sait ce que l'avenir me réserve, mais à 2, en vrai, on s'en sort. On s'en sort et on avance bien, on avance vite. C'est aussi une très bonne expérience. Trop bien, il y a du positif du coup. En plus, j'avais oublié de vous dire, je voulais que vous donniez la petite leçon à la fin si vous aviez eu des galères, les petites morales. Mais en fait, il y a parfois même pas de galères, donc c'est trop bien. C'est un peu pareil, j'ai beaucoup bossé à plusieurs, mais souvent c'était positif pour le coup, et quand tu bosses à plusieurs, tu as souvent aussi, si vous connaissez le petit canard en plastique, quand tu as un problème, tu racontes ton problème, et puis en fait, tu résous ton problème tout seul. Et c'est souvent des trucs assez cool en fait, qui se passent quand tu bosses à plusieurs entre prog. Ouais. Ouais, j'ai eu ça il y a quelques mois où le problème tournait dans ma tête, j'y arrivais pas. À la cafette, je sors une phrase pour commencer à expliquer le problème, et en sortant cette phrase, le problème, je l'avais résolu directement. Et juste le fait d'échanger, du coup, ça peut permettre de... C'est ce qui manque avec le télétravail, hein, les discussions autour de la machine à café, malheureusement. Mais voilà, j'ai d'autres avantages. Ok, trop bien. Je suis trop malveillant. Je pensais vraiment qu'il y avait des choses terribles qui se passaient. Mais non, bitch pas. Non, on se tape pas dessus encore. Non, heureusement en fait. Mais tant mieux, trop bien. C'est une trop bonne conclusion du coup. Et d'ailleurs, il reste 3 minutes. Donc si vous avez un petit mot de la fin potentiel, s'il y a quelque chose que vous avez envie de dire pour terminer sur le futur de tous nos devs de l'école et sur la collaboration entre eux. Enfin voilà, si vous avez un petit mot de la fin qui vous vient, il vous reste quelques minutes. Ça me rappelle s'il y a un conflit, un éternel conflit, c'est les accolades en fin de ligne ou en début. Ah ouais. Ah oui. Voilà. Est-ce que vous trois, du coup, vous avez un avis sur cette question? Vous êtes plutôt fin de ligne, début Début. Effectivement, début. Moi, c'est fin de ligne. Et voilà.
Ouais, mais j'ai fait du JavaScript aussi. Voilà. Moi, je renvoie vers la page Confluence qui indique les conventions de codage qu'on a définies pour le projet. Et voilà, on évite les débats comme ça, on le fixe une fois pour toutes. Voilà. En vrai, là-dessus, nous, je fais comme bon le semble. Et moi, quand je lis les commits ou quand je revois du code, je sais qui a tapé quoi en fonction de certaines choses. C'est plutôt cool. Début de ligne, c'est mieux. Non, du coup, on a une question, je crois. Ouais, pareil, du coup, aussi, débat comme ça aussi sur les accolades en début, en fin de ligne. Avec un ami, on se posait la question du Rebase versus Merge. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Alors, nous, c'est Rebase à pareil. Dontnod, parce que, je ne sais plus les raisons exactes, mais ça évite d'avoir des branches partout, déjà. Tu Rebase, c'est propre, c'est au-dessus de ton dépôt, voilà, c'est clean. Après, j'ai suivi, oui, ça, l'argument, il tient, je le prends. Ouais, Rebase avec par contre des droits d'autorisation sur la branche principale pour empêcher de pusher des choses un peu à la sauvage. Donc du coup, ça se combine bien. Rebase fonctionne. Mais des fois, on fait des paires, des fois, on fait des pull requests quand vraiment on n'est pas sûr ou qu'on veut avoir un avis. Mais ça revient un peu pour le même, parce que de toute manière, on rebase la pull request, la branche. Donc c'est pareil. Et moi, j'ai pas ce problème. Merci beaucoup. Mais écoutez, sur ces conclusions bien techniques, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et c'était un bel échange. C'était chouette d'avoir vos retours d'expérience et même juste de pouvoir échanger sur ce sujet. Merci beaucoup de la part de tout le monde et voilà. Merci d'avoir été. Merci à vous. Merci.